Salut Johan, merci de te prêter à cette nouvelle rubrique, au troisième épisode de l'échange. Donc on est ravi d'avoir un garçon comme toi avec nous, voilà, entraîneur de Cincinnati en MLS. Donc on va te laisser te présenter. Tu as un parcours assez atypique qui va certainement intéresser pas mal de monde, pas mal d'entraîneurs en France. Donc ça va être intéressant de t'entendre là-dessus dans un premier temps. Et puis ensuite, l'idée, ça va être d'échanger sur l'organisation de ton club, de ton job sur ce temps de confinement. Il est particulier un petit peu pour tout le monde, pour nos clubs amateurs, mais j'imagine que pour toi aussi, sur un club professionnel, donc c'est très particulier. Donc voilà, l'idée, c'est d'échanger là-dessus, et puis que les clubs ici en France puissent avoir une idée de comment ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà un petit peu l'objet de l'échange. Si tu veux bien te présenter. Déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de passer un peu de temps avec vous trois, des visages familiers qui plus est. Moi, de mon côté, en ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé à entraîner relativement jeune, quand j'avais 16 ans. J'ai pris cette voie-là. J'ai décidé de suivre le chemin fédéral avec les formations de la fédération, mais également à l'université à travers le STAPS à Dijon. Donc j'avais vraiment envie de partir dans cette voie-là. J'ai eu l'opportunité de travailler dans différents clubs, notamment j'ai commencé à Beaune à entraîner les plus jeunes. J'ai eu l'opportunité d'évoluer, de progresser, de partir ensuite à Jura Sud, un club si je ne dis pas de bêtises, National 2, avec les nouvelles appellations, un club de CFA à l'époque, où également j'entraînais les jeunes, je travaillais à la formation. J'ai passé 2 ans là-bas. La force des choses m'ont amené à passer un petit peu de temps au DFCO, également avec la préformation à ce moment-là. Et puis j'ai pris la direction pour le Canada, où j'ai travaillé pendant 3 ans à la formation des jeunes au sein de l'académie. Donc j'ai eu là-bas différentes casquettes avec différentes missions, notamment la création de la pré-académie, l'équivalent de l'école de foot, la casquette d'entraîneur éducateur des U19, un petit peu de préparation physique également. Et puis il y a 3 ans, en 2017, j'ai pris mes valises pour venir m'installer aux États-Unis, à Cincinnati, où j'ai passé 2 saisons en USL, l'équivalent de la deuxième division, l'équivalent de la Ligue 2. Depuis la saison passée, on évolue en MLS. Donc une situation un peu particulière pour moi, puisque au cours des 10-12 derniers mois, c'est mon deuxième intérim en tant qu'entraîneur. Donc je suis actuellement entraîneur intérimaire de l'équipe. Voilà. Ok, sacré parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir d'Europe? Ce qui m'a poussé, c'est surtout les opportunités qui s'offraient à moi. Il n'y a rien qui m'a poussé à partir. C'est plus l'opportunité de voyager s'est présentée. Je savais que c'était difficile en France faut pas se le cacher, en France c'est difficile quand on est un jeune entraîneur qui n'a pas de background de joueur professionnel, de s'imposer et de vivre de sa passion. Donc c'est très difficile de pouvoir vivre du football en France, qui plus est pour les jeunes qui ont mon parcours. Donc voilà, l'opportunité de voyager et de partir à l'étranger s'est présentée. Une belle opportunité qui, encore une fois, présente certains risques. C'est jamais évident de tout laisser derrière soi. Mais la volonté de vivre de ma passion, c'était vraiment la priorité. Quand on a la chance de se lever le matin et d'aller sur les terrains et de chercher à être meilleur et de faire progresser les joueurs et de participer à un projet de formation comme c'était le cas à Montréal, c'était une super opportunité. Et comme je le dis, j'ai l'impression de ne pas avoir travaillé une seule journée de ma vie, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être dans cette situation-là. Donc je me considère comme un privilégié et j'essaie d'en profiter au quotidien. Ouais, parce qu'on rappelle que tu n'as pas eu de parcours de sportif de haut niveau, de très très haut niveau. Tu n'as pas été professionnel. Non, j'ai pas été professionnel. J'ai joué au niveau amateur.
jusqu'à mes 22 ans. Puis j'ai décidé d'arrêter parce que à un moment donné, ça prend beaucoup de temps de coacher, d'être éducateur. Donc j'ai décidé de me consacrer pleinement à ça. Non, j'ai pas eu ce background-là de joueur de haut niveau et au final, voilà, je suis où j'en suis. J'ai essayé de compenser par beaucoup de travail, par de la recherche, par une ouverture d'esprit, par beaucoup de discussions aussi avec des gens qui travaillaient dans le milieu, et puis essayer de m'inspirer de tout ça pour faire mon chemin à moi. Quand même, une réussite comme la tienne, il y a quand même du travail derrière. Parce que, on fait attention, nous, avec Soccer Camp et Tap Sport, on crée ces opportunités. Pierre a dû te dire, ces opportunités de faire partir des joueurs et des entraîneurs en Amérique du Nord, notamment au Canada. Beaucoup pensent que, effectivement, en quittant la France, tout devient plus facile de l'autre côté. Peut-être que tu peux rappeler que il faut travailler quand même, c'est pas si simple, on n'arrive pas en étant français avec un diplôme français, on n'arrive pas à des merveilles comme ça sans travail. Non, mais justement, ça me rappelle un peu l'expérience que j'ai vécue à Montréal. Je suis quelqu'un j'aime beaucoup poser des questions partout où j'arrive pour avoir une certaine compréhension du milieu dans lequel je mets les pieds, mais également de la culture. Je connaissais quand même bien la culture parce que j'avais été à Montréal plusieurs fois avant de venir y travailler. Mais j'aime bien poser des questions et observer avant de réellement, je dirais, commencer à implémenter le projet. Une des grosses erreurs que les gens font, je pense, quand ils partent à l'étranger, et c'est un des conseils qui m'avait été donné à la fois à Dijon par le coach d'Aloglio, mais également à Montréal quand je suis arrivé, c'est les gens ont tendance à arriver à prendre les choses pour acquis et à penser que, en particulier, je dirais à Montréal, qui est une ville francophone, donc les Français ont tendance à arriver en pensant qu'ils sont à la maison, alors qu'on n'est pas à la maison. On met les pieds au Canada, on met les pieds au Québec, dans une culture qui est différente. Et on a également beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça. Donc je pense que le travail est une chose, bien évidemment. Je pense que c'est super important. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour continuer à progresser, pour continuer à évoluer, mais aussi arriver avec les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes pour s'imprégner de la culture et pour être capable de se mettre à disposition de ce qui est déjà fait et de s'inscrire dans ce qui est déjà fait. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. J'y ai été confronté en arrivant à Montréal, j'y ai été confronté ici en arrivant aux États-Unis. Il faut arriver à se remettre en question ses convictions, remettre en question les choses qu'on a eu l'habitude de faire dans sa culture, dans son environnement, dans son pays, pour réussir à progresser davantage et réussir à vraiment, encore une fois, comme je disais, s'imprégner de la culture locale. Super message. Si on peut synthétiser 3 choses, prise de risque quand même, parce qu'il faut y aller. On a souvent des jeunes qui ont envie d'y aller, mais au moment où il faut y aller, c'est un peu plus compliqué. L'humilité, c'est de ça que tu parles, en fait. L'humilité, être capable de se remettre à niveau, et puis le travail, essentiellement. Ouais, je pense que c'est des bons mots. L'humilité, je pense que au quotidien, c'est quelque chose d'important. On travaille dans un sport qui évolue en permanence. C'est un sport qui est en mouvement permanent. Il y a entre la technologie qui évolue, les générations de joueurs qui sont différentes, les clubs qui sont pas structurés de la même façon. Donc, il faut une certaine humilité de se remettre en question et de s'adapter. Le côté adaptation est super important. Donc, je pense que c'est vraiment un facteur clé. Après, la prise de risque, bien évidemment, on n'est jamais récompensé en restant dans sa zone de confort. Donc, il faut arriver à se confronter à certaines choses. On parle de prise de risque en prenant ses valises et en voyageant à travers le monde, mais aussi une prise de risque en acceptant un travail qui n'est pas forcément celui de ses rêves. Moi, quand je suis parti à Montréal, encore une fois, mes missions quand je suis arrivé n'étaient pas forcément les missions auxquelles j'aspirais. J'ai mis en place la pré-académie, je faisais de la préparation physique en tant qu'adjoint, j'entraînais les U12,
Moi, j'avais envie de coacher plus haut, j'avais envie de coacher à la formation, mais je savais que fallait que j'y aille, que je mette les mains dans le cambouis et puis que je parte de ce niveau-là et puis que j'apprenne et puis comme je disais que je mette tout en œuvre pour progresser et ça met un lien avec le dernier point que tu as mentionné, le travail, les efforts, c'est la clé. Encore une fois, c'est peut-être une phrase bateau et c'est peut-être quelque chose de cliché, mais ça l'est pas. Je pense que surtout dans ce milieu-là, encore une fois, moi j'ai toujours vu les choses en me disant si moi je travaille pas énormément, il y a sans doute d'autres personnes qui sont en train de le faire et qui un jour seront là où moi j'ai envie d'être. Donc je n'ai pas envie d'avoir ce regret-là, j'ai jamais eu envie de l'avoir et c'est un petit peu ça qui me guide au quotidien depuis plusieurs années maintenant. Super message. En tout cas, c'est ce qu'on essaie nous de faire passer, mais voilà, c'est pas évident. C'est bien de pouvoir le rappeler, d'avoir voilà la réussite face à nous et qui nous exprime voilà comment toi tu as réussi à aller jusque-là. Est-ce que tu peux nous présenter ton club, Cincinnati? Je pense qu'il y en a plein en Europe et en France qui connaissent pas forcément la structure. Alors Cincinnati, donc déjà la ville est située en Ohio, au milieu de ce qu'ils appellent le Midwest. Donc il n'y a pas vraiment de grandes villes autour de nous. C'est une ville d'environ 300 000 habitants. Le club est tout jeune, donc chose qui va paraître surprenant pour beaucoup de gens en France, en Europe, c'est que le club a 5 ans d'existence. Là, on est dans la 5e année d'existence du club. Le club a été créé en 2015-2016. Donc c'est un club qui est très jeune, un club qui a été bâti autour de la première équipe, qui a évolué pendant 3 saisons en 2e division et qui maintenant est en train de vivre sa 2e saison en MLS, en première division. On a un centre de formation qui n'a ouvert que la saison passée, qu'en août dernier, en août 2019. Qui compte uniquement 2 équipes, des U15 et des U17. Et voilà, un club qui se met en marche et qui essaie de se structurer. Donc, pour donner un petit peu un ordre d'idée, quand je suis arrivé au club, il y avait peut-être, sans compter les joueurs et le staff technique, il y avait peut-être une 20aine d'employés au club. À l'heure où je parle, il y a autour d'une centaine d'employés maintenant. Donc le club s'est vraiment structuré, que ce soit d'un point de vue administratif, mais d'un point de vue sportif également. À l'époque où je suis arrivé, le coach était à temps plein, moi en tant qu'adjoint j'étais à temps plein, et tout le reste du staff était des employés à temps partiel, parlant du staff technique uniquement. Donc les choses avancent. Le club a, je pense, bien structuré les choses, un projet qui est bien détaillé, avec vraiment une organisation et je dirais une planification qui est bien établie. Le club se tourne autour de certaines valeurs comme il parle souvent de family friendly, donc un club qui est familial, qui est attaché à la communauté. Donc l'engagement dans la communauté, c'est également une valeur forte. Donc encore une fois, on retrouve certaines notions comme l'humilité où on se doit à travers le club d'être proche, de créer cette proximité aussi avec la communauté, mais également avec les fans. Donc voilà, et d'un point de vue sportif, pour parler plus d'un point de vue technique, on a mis en place depuis maintenant, je dirais, une dizaine de mois. On a réellement pris une autre direction au niveau du projet technique, au niveau du projet de jeu et de l'identité, où on a décidé de prendre un virage, je dirais, un peu à 360 degrés avec une identité un peu plus claire, un style de jeu plus défini, qu'on a détaillé avec un modèle de jeu, des principes et puis bien évidemment des choses à l'échelle de l'équipe qu'on attend. Ok. Et des fans, tu parles qu'ils ont une grosse importance dans le club, mais c'est pas dur ça pour un club qui a 5 ans d'existence? Mais en plus, juste avant de te couper, Yo, je te suivais, je suis un peu Cincinnati quand vous étiez en 2e division et il y avait 30 000 personnes, quoi. 30 000 personnes dans le stade, si je ne me trompe pas, Yo. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qui fait qu'il y avait autant de personnes alors que le club était aussi récent? C'est la culture les valeurs que vous montrez, c'est où il y a une culture foot dans la ville. C'est qu'est-ce qui fait que voilà, vraiment le club était tout récent, il y avait déjà 30 000 personnes dans le stade, quoi.
Non, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de mentionner quand tu m'as posé la question sur le club, c'est que l'histoire du club est passionnante et le président l'explique bien. On a un président qui, il y a 6-7 ans, s'est dit on n'a pas d'équipe de foot à Cincinnati. Son fils joue au foot à l'époque. Et il s'est dit OK, bah, pourquoi pas créer une équipe professionnelle. Et du coup, bah, de fil en aiguille, il a fait ses recherches, il a bien travaillé, il a fait ses recherches, il a fait son étude de marché, savoir un petit peu au niveau des couleurs, qu'est-ce qui représentait bien la ville, mais aussi qu'est-ce qui allait marcher au niveau du marketing. Il a mis tout ça en place, à commencer le club. Et quand est venue la question de savoir où on allait jouer, bah, il y avait le choix entre deux universités, l'université de Cincinnati, un stade avec environ 35 000 places, et l'université de Xavier, qui est une université où le président avait étudié. Et l'université de Xavier avait peut-être 4 000 sièges. Les choses ont fait que le club n'a pas pu aller dans ce stade-là, mais a dû aller dans le stade de l'université de Cincinnati avec 35 000 pièces. Et en allant là-bas, le président, quand il raconte l'histoire, il dit bien qu'il y avait quand même un gros point d'interrogation. Combien de personnes allaient venir au match? Et le premier match, pour être honnête, je pense qu'ils attendaient peut-être entre 5 et 8 000 personnes. Et le premier match, il y a eu, je pense, 15 000 personnes qui sont venues voir le match. Et la première saison a été plutôt bonne, les choses ont bien pris, et je pense qu'ils ont fini la première saison avec une moyenne de 15 000 personnes par match à domicile. La deuxième saison, on a tourné autour des 18 000 abonnés de saison, donc 18 000 pour un club qui avait 2 ans. On a avoisiné les 18-20 000 de moyenne par match. On a eu aussi cet événement sur la deuxième saison, donc l'année où je suis arrivé, on a fait une demi-finale de coupe. Donc on a atteint la demi-finale de la Coupe des États-Unis en battant notamment sur notre chemin, je pense, 2 ou 3 équipes de MLS. Donc tout ça a créé un certain engouement. Maintenant, ça recoupe un petit peu. Donc ces matchs-là, je parle de 2017, on a fait des matchs avec 30-35 000 personnes dans le stade, notamment les matchs de coupe. Un stade rempli, comme j'avais peu vu avant ici en Amérique du Nord. Donc vraiment un feeling spécial. Et je pense ce qui fait la différence pour un jeune club comme le nôtre, c'est encore une fois, c'est la culture un petit peu ici. On a la chance d'être dans une ville, pas une très grande ville, je disais 300 000 habitants, où on a l'équipe de NFL, les Bengals, l'équipe de baseball, les Reds, qui jouent toutes les deux dans une ligue majeure, donc qui jouent au plus haut niveau aux États-Unis. Et les gens ici sont très attachés à leurs équipes locales. Les Reds, au passage, c'est la première équipe professionnelle de baseball aux États-Unis. Donc les gens sont très attachés à ça. Et c'est vrai que le club a été créé dans une période un peu de disette de ces clubs-là. Donc les Reds et les Bengals ont traversé une longue période sans vraiment avoir du succès, sans vraiment atteindre les playoffs. Et je pense que les gens avaient besoin de quelque chose de frais et ils se sentaient ils étaient un peu blasés du manque de succès des équipes de la ville. Et c'est vrai que les résultats, les premières années, ont tout de suite attiré les gens parce que déjà les résultats étaient positifs. Et là où je pense le club a été très bon en construisant ses valeurs, c'est que le club a tout de suite appuyé ses valeurs sur le fait que, en tant que staff, en tant que joueur, on doit être proche des gens. Donc, on était un des rares stades où après le match, les joueurs prenaient la douche et faisaient quasiment le tour du stade pour signer des autographes. Les joueurs étaient très présents dans la communauté pour tout ce qui est visite d'école, pour tout ce qui est événements à l'extérieur du club. Et je pense que ça a créé un certain lien avec la communauté, et avec les fans, qui a fait que les gens se sont pris de passion pour le club et ont montré leur soutien en venant au stade. Donc l'année dernière, par exemple, malgré une saison difficile en MLS, je pense que l'année dernière, on a eu 25 000 spectateurs de moyenne en finissant dernier en championnat. Donc ça montre bien, encore une fois, l'engagement des fans qui a été important jusqu'à aujourd'hui. Et pour faire une passerelle un peu avec le football européen, tu te dis donc qu'il y a entre 30 et 35 000 personnes par match, donc ça veut dire qu'il y a une personne sur 10 en gros qui habite à Cincinnati qui vient voir les matchs de foot.
Est-ce qu'ils ont une culture football qui s'intéresse au football européen, qui est peut-être un des footballs les plus importants dans le monde, on va dire? Ou est-ce que c'est simplement des fans qui aiment le sport de manière générale et qui sont amoureux de leur ville et qui veulent soutenir les gens de leur ville? Je pense qu'il y a un peu de tout en termes de population des gens qui viennent au stade. On retrouve un peu de tout. Moi, ce qui me marque le plus, c'est ce côté vraiment familial au stade. Les gens viennent en famille. Et tu vois, pour en avoir discuté avec des joueurs européens qui jouent chez nous, il y a plus un climat positif autour du jeu, autour du match. Les joueurs se sentent moins sous une pression négative et sentent plus que les gens qui sont dans le stade sont vraiment là pour soutenir l'équipe et pour supporter. Donc je pense qu'il y a un mélange. La ville de Cincinnati a un héritage avec l'Allemagne. Donc il y a un petit héritage allemand au sein de la ville. Donc il y a quand même des fans de foot, des gens qui sont un peu plus connaisseurs. Et encore une fois, ça se retrouve dans notre stade. Je dirais qu'on a une tribune qui est derrière le but, qui s'appelle les BLE, qui est plus les fans ultra. Donc je dirais ça, c'est peut-être plus la population de fans qui est un peu plus connaisseur et qui suit davantage ce qui se passe en Europe. Maintenant, je pense qu'il y a un petit peu de tout, et encore une fois, c'est aussi culturel. La ligue qui est plus diffusée aux États-Unis, ça reste la première ligue. Donc, par exemple, il y a des bars à Cincinnati qui le week-end diffusent des matchs de première ligue où les gens se retrouvent pour voir. Donc, je dirais c'est assez mixte. Du coup, dans cet univers un peu familial, proche des gens, comment se passe le confinement? C'est quelque chose de compliqué là pour toi, par exemple? Je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Il faut essayer encore une fois de voir d'avoir une vue d'ensemble. Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Il y a des gens qui sont dans des situations vraiment différentes. Moi, je me plains pas. Je continue de travailler, je continue d'essayer de mettre des choses en place. On continue d'avancer sur les projets au sein du club. Il y a des gens qui perdent leur travail, il y a des gens qui habitent tout seuls dans leur appartement, il y a des gens qui sont privés de leur famille. Voilà, on a également des joueurs qui sont dans des situations personnelles difficiles, qui ont été séparés de leur famille parce qu'ils viennent tout juste d'arriver. Donc, de mon côté, d'un point de vue personnel, je me plains pas. D'un côté collectif, c'est vrai que c'est une situation qui est difficile à gérer pour tout le monde, d'être mis, je dirais, en confinement et à l'écart de toute relation humaine. Ça reste difficile, qui plus est dans une société et dans un milieu où on vit au quotidien en collectivité. On prend nos petits déjeuners ensemble, on prend nos repas ensemble, on s'entraîne ensemble, on voyage ensemble, on passe plus de temps avec les joueurs, avec le staff qu'avec nos familles. Donc c'est vrai que c'est particulier. Là aujourd'hui, toi en tant que coach, tu veilles à continuer l'entraînement avec tes joueurs, ou comment ça se passe exactement? On essaye de la priorité. Encore une fois, c'était on sortait de la pré-saison de notre côté. Donc on venait de finir la pré-saison, on venait d'entamer le championnat, on avait joué 2 matchs, donc on était sur des joueurs qui étaient en train de prendre un certain rythme et qui étaient en train de revenir, je dirais, à leur pic de forme, leur pic de performance. Donc c'est vrai que la priorité, c'était dans un premier temps de s'assurer du maintien physique, donc d'envoyer des programmes athlétiques individuels pour faire en sorte que les joueurs se maintiennent physiquement. D'un point de vue technique, c'est vrai que c'était de se poser la question comment on va garder les joueurs engagés, motivés, en essayant de garder ce lien avec eux. Donc on a essayé de mettre en place des choses, des séances vidéo. On a un suivi hebdomadaire qui est fait avec les joueurs, s'assurer en priorité de leur bien-être d'un point de vue social, de savoir comment ça va et si psychologiquement tout se passe bien de leur côté, s'ils ont besoin de quelque chose et si on peut leur apporter quelque chose à travers le club. D'un point de vue plus technique, on s'est orienté sur des séances vidéo individuelles. On a essayé aussi de créer un lien davantage avec le centre de formation
essayer d'avoir les joueurs impliqués au sein du club justement pour jouer ce rôle d'exemple auprès des plus jeunes au sein de notre centre de formation. Donc on a essayé de mettre tout ça en place. Voilà, je dirais de façon constante. Maintenant, ça reste très difficile. Nous, on est également dans une situation un peu particulière où comme je le disais au départ, je suis entraîneur intérimaire. Donc c'est aussi difficile de moi mettre des choses en place en sachant que voilà, je suis dans une position d'intérim. Donc on essaye de peser le pour le contre et de garder d'un point de vue général les choses importantes dans notre organisation avec les joueurs. Et est-ce que tu as le sentiment que le côté family friendly dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que ça a facilité le confinement pour le club? À quel niveau? Je sais pas, le fait d'être déjà là, tu disais justement que vous preniez du temps pour prendre des nouvelles des joueurs, etc. Tu vois, j'imagine que pour d'autres clubs, pas seulement à MLS, mais aussi en France, en Europe, des clubs qui sont pas forcément aussi bien structurés, j'imagine que eux, ils sont partis d'un niveau qui était beaucoup plus bas que le vôtre. Toi, justement, où il y a déjà une relation qui est déjà installée avec les joueurs, est-ce que ça a été facile? Tu vois, tu dis que tu as mis en place des séances, etc. Est-ce que pour toi, il y avait déjà une structure qui favorisait cet échange, en gros? Je pense qu'il y avait déjà, je ne parlerai pas de quelque chose de structurel, mais il y avait déjà des relations qui ont favorisé ça, c'est certain. Je pense qu'on met un point d'honneur, que ce soit la direction du club, que ce soit le staff, à être proche des joueurs. À prioriser l'aspect humain, je dirais, ou en tout cas à mettre l'aspect humain en premier et ensuite voir le côté sportif. Donc je dirais que ça a facilité les choses. Les joueurs, quand je les ai au téléphone, c'est pas une surprise pour eux. Les premières fois où je les ai appelés, ça n'a pas été une surprise pour eux parce qu'on essaie quand même d'avoir ce lien aussi au quotidien avec eux sur comment ça se passe à la maison, comment ça se passe avec leur famille. Donc en général, on essaye d'aller puiser ces informations-là chaque saison auprès des joueurs sur savoir où est leur famille, comment ils vivent, où est-ce qu'ils vivent. Donc on a un peu cette compréhension un petit peu de leur situation personnelle et familiale, ce qui fait que ça nous aide nous à orienter aussi les échanges, la communication. Donc on n'est pas parti d'une page blanche en étant confiné. On avait déjà une bonne idée de quels étaient les joueurs qui potentiellement allaient avoir un peu plus de difficultés à passer à travers le confinement. Donc ça nous permet nous d'avoir un suivi un peu rapproché. Encore une fois, la chose positive, c'est que je pense que c'est une mentalité que les gens ont à l'échelle du club. Donc le meilleur exemple que je peux donner, moi j'en parle à l'échelle des joueurs et de ce qu'on fait nous en tant que staff avec les joueurs, mais le président par exemple au sein du club a mis en place dès la première semaine du confinement un meeting avec tous les employés du club tous les jeudis. Donc tous les jeudis matins à 10h, on passe 1 heure sur Zoom où on voit la tête de tout le monde, où en général c'est le président qui lead et en général certains directeurs de département ou moi-même donnons un petit update sur qu'est-ce qui se passe dans notre département, qu'est-ce qui se passe avec les joueurs ou qu'est-ce qui se passe au niveau du marketing et qui permet, je pense, de créer du lien et d'apporter ce côté un peu plus familial où on se voit tous, on passe du temps ensemble. Tout le monde peut parler un petit peu de ses projets et puis voilà. Et puis le président n'est pas en reste quand il faut aussi faire des annonces positives. Donc ça lui permet lui de faire passer quelques messages sur les gens qui ont eu des enfants, sur les gens qui se sont fiancés, sur les bonnes nouvelles qu'on peut avoir au quotidien. Donc ça permet encore une fois de relayer ce côté family friendly dont on parlait plus tôt et qui est important dans la culture du club. Finalement, cette relation hebdomadaire là, que le président a mis en place, t'as pas la sensation de voir plus tes collègues finalement qu'avant, parce qu'on est toujours sur le fil quand on est sur le terrain. Ouais. Je vois pas plus mes collègues, ce que je vois plus, c'est les employés du club. Et c'est vrai que c'est vrai que nous, on fonctionne comme dans tous les clubs. Hein, tu fonctionnes en vase clos un petit peu, donc ton staff, tes joueurs. Et puis voilà, c'est du 24/24, 7 jours sur 7, tu passes beaucoup de temps avec eux.
Mais les gens qui travaillent à la boutique du club, les gens qui travaillent dans les bureaux, c'est vrai qu'on les voit pas. Nous, je dirais, c'est pas un avantage, mais de ce point de vue-là, c'est un avantage. On a une longue période de off-season. Donc, en général, au mois de novembre, décembre, quand la saison est terminée, moi, je vais travailler davantage au bureau, au milieu des employés, passer un peu de temps aussi avec tout le monde. Mais c'est vrai que d'avoir ça chaque semaine, ça permet de voir des visages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose d'assez unique. Il n'y a pas beaucoup de staff technique, je pense, qui sont impliqués à l'échelle du club comme nous on l'est à l'heure actuelle. Alors, ça peut être un point négatif parce que c'est vrai qu'on a des feedbacks de tout et pas forcément des choses qui nous touchent proprement d'un point de vue technique. Mais d'un autre côté, c'est quand même une opportunité de créer du lien avec les gens. Moi, je reste convaincu, et ça fait plusieurs années que je le dis, je reste convaincu que ces gens-là, ils travailleront d'autant mieux et peut-être d'autant plus s'ils sentent ce sentiment d'appartenance aussi avec l'équipe première, avec le staff, et qu'ils se rendent compte qu'au final, on travaille tous pour le même objectif et pour le même club. Donc, je pense que c'est un côté vraiment positif en tout cas. Ouais, j'ai l'impression que, en fait, à tous les niveaux, il y a des belles initiatives finalement dans ce confinement. Alors, c'est sûr que c'est une galère pour tout le monde, mais il y a des belles initiatives qui arrivent un peu partout. Et là, celle dont tu parles, là, c'est finalement un rapprochement. Alors oui, on est tous éloignés, mais on arrive à profiter de moments un peu inédits comme ça, où on peut partager des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Même dans nos vies personnelles, on se rend compte. Au début, ça a été une catastrophe. Et puis finalement, on prend un petit peu de temps. Il y a aussi un côté agréable. Non, je pense que ça va changer des choses au niveau du fonctionnement. Puis c'est un petit peu la réflexion qu'on essaie d'avoir à l'heure actuelle avec, je dirais, les têtes pensantes du club sur qu'est-ce qu'on retient de positif de cette période sur des choses qu'on faisait peut-être pas avant et qu'on devrait peut-être garder justement quand la vie va reprendre son cours et puis qu'on va retourner à un fonctionnement un peu plus normal. Et je pense que ce genre de réunion-là, ce genre d'initiative-là, sont des choses qui vont rester sur le long terme. Alors peut-être ça sera pas toutes les semaines parce que c'est pas forcément possible quand nous on est extrêmement pris par la saison, mais sur des événements comme ça une fois par mois, je pense que c'est des choses qui resteront et encore une fois rapprocher les gens à travers certaines réunions. Moi je pense que ça a un pouvoir en tout cas de justement de faire sentir les gens impliqués dans le projet à l'échelle du club. À partir du moment où tu as les informations et tu entends ce qui se passe, c'est vrai que tu te sens un peu plus impliqué, tu te sens un peu plus informé et du coup, je pense que tu as davantage envie de t'investir pour le projet. Donc, il y aura forcément des choses à en retirer, c'est certain. Vous en êtes où dans l'Ohio actuellement? Parce qu'on sait que les États-Unis, c'est très fédéralisé. J'ai vu que la Géorgie commençait à rouvrir les bars et les restaurants. Ohio, c'en est où actuellement? Nous ici, c'est vrai que c'est ça qui est assez spécial à l'échelle des États-Unis, c'est que les États ont le pouvoir de décider de ce qui se passe. Donc nous, c'est le gouverneur de l'Ohio qui décide. Donc là, ce qui se passe, c'est que je pense à partir du 4 mai, il va y avoir un retour progressif au travail. C'est ce qui a été annoncé par le gouverneur. Donc je pense les jobs un peu plus essentiels. Et je pense que la situation va être évaluée à la mi-mai, mais je pense qu'on s'en va vers ça, vers une réouverture progressive des bars, des restaurants, un retour progressif des gens au travail. Encore une fois, il y a cette notion il y a quand même une certaine, je dirais, sécurité ou en tout cas certaines précautions qui sont prises. Donc, je pense que c'est pas vraiment forcer les gens à retourner au travail, mais c'est les gens qui doivent vraiment y retourner, qu'ils aient cette opportunité de pouvoir y retourner. Nous, je sais qu'on en discute à l'échelle du club à partir de la semaine prochaine, de voir un petit peu comment ça va fonctionner pour les employés avec un retour progressif au bureau. Mais c'est vrai qu'on attend d'en savoir un peu plus dans les semaines à venir au niveau des décisions qui seront prises à l'échelle du gouvernement. Okay. Dans ton staff, là, Johan, tu as combien de personnes avec toi au niveau technique? Au niveau technique, ce qu'il faut savoir, et puis c'est la chose que j'aime bien redire à chaque fois, parce que des fois on a l'impression que quand les entraîneurs ils sont intérimaires, ils ont tout un staff à leur disposition et puis qui travaillent dans les mêmes conditions qu'un entraîneur qui est en poste.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 fois où j'ai pris en charge l'intérim, il n'y a personne qui est là pour me remplacer moi en tant qu'adjoint. Donc en général, on a un adjoint en moins. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai un adjoint qui travaille avec moi, un entraîneur des gardiens, un préparateur physique et puis un directeur de la performance que moi je rajoute dans mon staff technique parce que il m'apporte énormément à ce niveau-là. Donc c'est quelqu'un avec qui je travaille en collaboration également. Donc voilà, je dirais le staff c'est ça. D'une façon plus générale, on a travaillé par le passé avec deux entraîneurs adjoints, mais là pour l'instant on n'en a qu'un. Donc on a notre responsable du recrutement qui s'est rattaché au staff un petit peu pour encore une fois venir nous aider en termes de nombre, en termes d'organisation, mais c'est pas un entraîneur à proprement dit. Là pour le suivi des joueurs, tu as des employés qui sont avec toi qui t'aident sur les outils ou les outils digitaux, l'utilisation, tout ça? Pas forcément. On a ce qu'ils appellent un team administrator, quelqu'un qui s'occupe de la partie administrative, qui peut organiser les appels avec les joueurs. Donc là, cette semaine, on a une séance collective jeudi. Donc c'est lui qui organise l'appel sur la plateforme. Mais en général, on se débrouille avec nos moyens. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est un staff assez jeune. Donc je dirais on est assez tourné vers les nouvelles technologies. On est assez proactif et on essaie d'être innovant aussi sur cet aspect-là. Donc ça nous permet aussi également d'essayer des choses en tant que staff. Pour donner un petit exemple, on a discuté récemment avec notre responsable de la vidéo, de l'analyse vidéo, de petits questionnaires en ligne, donc de sortes de quiz un petit peu qu'on pourrait implémenter avec les joueurs. Donc on essaie d'être un peu proactif à ce niveau-là. Comme je le disais, on essaie aussi de prendre ce temps-là pour avancer sur certains projets dans la structuration technique du club. Projet de jeu, tu travailles sur les projets de jeu? Ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, il y a eu cette volonté de définir un peu les tâches de tout le monde. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé en revue tout mon staff technique, tous les gens qui m'entourent. J'ai pas mentionné dans le staff technique, mais on a 2 personnes qui sont en charge de la vidéo, de l'analyse vidéo. Donc moi j'ai passé en revue un petit peu mon staff technique, donc les adjoints mais aussi les personnes responsables de la vidéo, essayer de leur lancer 2-3 projets. Donc déjà leur demander qu'est-ce que vous voulez faire, sur quel projet vous voulez avancer, parce que je pense que c'est important aussi qu'ils prennent en main ce que ils ont envie de mettre en place et ce sur quoi ils ont envie de passer du temps et de s'investir. Donc eux ils m'ont donné quelques feedbacks sur la volonté qu'ils avaient d'implémenter ou de travailler sur certains projets. Moi, je leur ai rajouté des tâches annexes sur de l'analyse ou des choses dont on avait besoin. Donc, par exemple, avancer sur notre entraîneur des gardiens devait avancer sur les coups de pied arrêtés, les combinaisons sur coups de pied arrêtés. D'un point de vue vidéo, on devait structurer la cellule vidéo, comment on allait travailler, avec quels outils, donc un petit peu toutes ces choses-là. Moi, davantage sur le projet de jeu, peaufiner le projet de jeu. Donc, je me suis orienté un peu plus sur comment simplifier la complexité du projet de jeu pour mieux la transmettre aux joueurs. Donc voilà, chacun use un petit peu ses projets. Une chose qu'on a mis en place également avec le staff, c'est que 2 fois par semaine, un membre du staff, 2 fois par semaine, un membre du staff doit nous présenter quelque chose de son choix, que ce soit un livre qu'il a lu, que ce soit une équipe qu'il a analysée, que ce soit une thématique, le leadership ou quelque chose d'autre. Donc on a mis ça en place dès le départ. De manière libre. De manière indépendante, vraiment. L'idée, les attentes de mon côté, c'était que chacun présente quelque chose. Il pouvait présenter ce qu'il voulait, mais que chacun présente quelque chose de son choix qui aurait l'opportunité de faire grandir ou en tout cas de susciter des débats au sein du staff. Donc on a fait ça les dernières semaines, on continue de le faire. Demain justement on a l'entraîneur adjoint qui nous présente quelque chose sur la culture d'équipe, culture de club. Donc voilà, c'est des projets qui sont intéressants, mais on a défini un petit peu les tâches pour tout le monde et puis pour pouvoir justement unir un peu nos forces pour avancer sur différents projets. Et c'est quoi quelles seraient tes influences et pour rebondir sur le projet de jeu, c'est ton style de jeu et comment tu te vois en tant que coach? Quel genre de coach tu es?
Les influences, je dirais, il y en a plein. On me pose souvent la question, savoir les entraîneurs qui m'influencent. Je dirais, j'essaie de regarder un petit peu tout. Moi, j'aime la possession, j'aime avoir le ballon, j'aime défendre haut, être proactif et être un peu plus protagoniste. Donc, c'est sûr que si je devais définir un petit peu le style que j'aimerais implémenter, c'est ça. Avec des mots simples, la possession, position, positionnement des joueurs. On croit beaucoup dans le jeu de position. Donc, c'est des choses dont on parle énormément. La pression et le plaisir aussi. Le plaisir justement de faire tout ça ensemble, de mettre ces notions-là ensemble, de travailler ensemble, d'accepter aussi que les matchs sont dynamiques, qu'il y a des hauts, des bas, qu'il y a des temps forts, des temps faibles. Donc ça, c'est mes grosses influences, c'est ce sur quoi j'essaie d'axer le travail. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont bien évidemment intéressants à regarder, que ce soit les plus grands avec les Klopp, les Guardiola et compagnie, mais que ça soit aussi, comme je disais, j'ai cité plein de fois les exemples des plus jeunes entraîneurs comme Nagelsmann, d'autres entraîneurs comme Setien, avant qu'il soit au Barça, qu'il était au Betis, il faisait du très bon travail également. Il y a des équipes super intéressantes à regarder comme l'Atalanta en Italie, Sassuolo. Donc j'essaie de m'inspirer un petit peu de tout ce qui se fait. J'essaie aussi d'être réaliste par rapport à notre contexte et par rapport au fait que on n'est pas au même niveau que les équipes qui ont des plus gros budgets ou en tout cas qui ont de plus grosses dépenses au niveau des transferts. Donc j'essaie aussi de m'inspirer des équipes qui performent sans forcément avoir les plus gros budgets, sans forcément avoir les meilleurs joueurs. Donc ça, c'est des sources d'inspiration. Et après, en tant qu'entraîneur, je dirais que j'essaye d'être déjà, je suis ouvert d'esprit, ouvert au changement, à l'évolution que le football il peut avoir. J'estime être proche des joueurs. En tout cas, c'est ce que j'essaie de développer, de la proximité avec les joueurs, de la proximité avec le staff. Je dirais que j'aime le détail. C'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance, que ce soit la structure d'entraînement, que ce soit la périodisation de l'entraînement, que ce soit les détails d'un point de vue tactique. Tout ça, pour moi, c'est important. Donc, je suis quelqu'un, si je devais définir, je suis plus orienté structure. Je suis quelqu'un d'assez structuré. J'ai besoin d'avoir un plan. J'ai besoin de détailler mon plan avant de le transmettre. Et j'essaie dans mon management, d'être proche des joueurs parce que je reste convaincu que l'aspect humain prédomine sur tout ce que tu peux leur apporter tactiquement. S'ils sont prédisposés humainement à travailler, à jouer ensemble et à implémenter tes idées, ça sera plus simple ensuite d'aller sur le versant tactique et puis de donner davantage de détails et de mettre en place ton projet. C'est pas trop dur là en étant seul du coup ou avec un seul adjoint de vouloir être précis tactiquement, d'être bon sur la pédagogie, c'est-à-dire amener les choses de manière précise et puis en même temps être proche des joueurs. Et comment tu gères ça au quotidien, parce que là c'est un travail énorme. Non, c'est un très bon point. Une des choses qui est importante, je pense, encore une fois, que ça soit dans la vie de tous les jours ou en tant que professionnel, peu importe son travail, je pense, c'est de se remettre en question, de s'auto-évaluer et d'apprendre de ses expériences. Et l'avantage que j'ai, moi, c'est que j'ai eu l'opportunité l'année passée de m'assurer de l'intérim pendant 15 matchs. 15 matchs, donc l'équivalent de 3 mois, où j'ai énormément appris. J'ai fait énormément d'erreurs, de choses avec le recul que j'ai mal gérées ou que j'aurais pu mieux gérer. Et je pense que la partie la plus importante pour moi, ça a été durant la période de transition entre les deux saisons, justement de faire une introspection sur qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été et qu'est-ce que je devrais faire mieux si demain la situation se représentait. Donc j'ai énormément appris de ça. Et c'est vrai que si je parle de mon expérience de l'année passée, j'ai voulu justement être dans le détail dans tout. Donc j'ai voulu justement garder quasiment presque toutes les composantes très très proches de moi, avoir une influence sur tout. Et du coup, avec le recul, ce que je me suis dit, c'est je pense que le pouvoir de délégation est quelque chose de super important. Tu peux pas tout maîtriser, tu peux pas avoir la main mise sur tout, tu peux pas travailler en détail sur tous les aspects en étant tout seul. Donc il faut déléguer
Et il faut donner ce pouvoir-là aux gens qui nous entourent. Comme je le disais, pour remettre les choses dans le contexte, quand tu fais l'intérim, tu ne travailles pas avec un staff que toi, tu as choisi, que tu aurais voulu emmener, ou des gens que tu connais. Tu travailles avec les gens qui sont là, que peut-être l'ancien entraîneur avait avec lui. Donc, c'est une situation qui est différente, mais encore une fois, je pense qu'il faut rétablir, et c'est ça qu'on a fait par exemple avec les tâches durant le confinement, mais à l'échelle de la saison, il faut rétablir quels sont les rôles et responsabilités de chacun et donner ce pouvoir d'action aux gens qui nous entourent. Et je pense que c'est là où j'ai évolué, c'est que j'ai été capable un petit peu plus de redéfinir les rôles et responsabilités de chacun et de leur donner de la confiance dans ce rôle-là. Parce qu'encore une fois, tu peux donner les clés, mais si tu donnes pas la confiance aux gens, les gens ne travailleront jamais aussi bien que s'ils se sentent bien à l'intérieur de ce que tu leur demandes. Donc, j'ai essayé d'être encore plus proche du staff, encore plus proche des gens, essayer de redéfinir les rôles et les responsabilités de chacun et de faire en sorte que chacun, justement, pouvait apporter une pierre à l'édifice à ce qu'on veut construire à l'échelle de l'équipe. Et je pense que ça, c'est une des clés. C'est de bien s'entourer, de bien déléguer et d'être capable de réorienter dans les projets. Donc, des fois, il y a des choses qui reviennent, il y a du travail qui a été fait, et peut-être des fois, il faut réorienter, ou peut-être des fois, c'est très bien, et il faut justement valoriser tout ça. Et je pense que c'est le rôle, cet aspect de management-là qui est super important, le pouvoir fédérateur qu'on a auprès des joueurs, mais auprès du staff. Et la seule façon de travailler d'un point de vue détaillé, encore une fois, c'est d'avoir un plan, mais d'avoir des gens autour de soi qui sont capables d'apporter leur pierre à l'édifice. C'est presque un autre métier, non? C'est un métier vraiment différent. C'est clair que c'est un métier vraiment différent. En tant qu'adjoint, c'est beaucoup de concentration et de travail sur vraiment le terrain, l'aspect tactique, la réflexion, l'analyse. Je dirais le head coach est beaucoup plus dans le management. Il y a un pouvoir important dans la prise de décision. Encore une fois, quel est le projet de jeu, quel est le plan de match pour le week-end, quelle décision d'un point de vue stratégique et tactique on prend. Mais ce qui est vraiment important, c'est la diffusion de ce message-là. Être capable de le diffuser et de responsabiliser les gens autour de nous pour que justement ils participent à la mise en place de ce qu'on a décidé de faire. Et cet aspect-là est quelque chose de toujours perfectible. Tu peux toujours essayer d'être un peu mieux, mais c'est quelque chose qui requiert beaucoup d'efforts en termes de savoir à qui tu parles, savoir comment tu dois leur parler, savoir sur quel versant appuyer. Est-ce que tu appuies sur la motivation? Est-ce qu'il faut rentrer un peu plus dedans? Et que ça soit avec le staff ou avec les joueurs. Être plus ou moins précis avec certains, avec d'autres peut-être être un peu moins précis, leur laisser un peu plus de liberté et de créativité dans ce que tu leur demandes. Donc voilà, il y a cette notion-là qui est prenante et qui est très très présente en tant que coach. Ouais. Qu'est-ce qui te convient le mieux là? Où est-ce que tu prends le plus de plaisir à l'heure actuelle? C'est à travailler sur le terrain vraiment techniquement ou cette partie managériale commence à te plaire de plus en plus? Je prends du plaisir dans les deux. Je dirais j'ai beaucoup d'expérience dans la partie terrain parce que c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant des années, la partie terrain, la partie entraînement. Et c'est ce qui me permet aussi qui m'apporte de la satisfaction parce que je sais que j'ai un contrôle là-dessus et que j'ai développé, je dirais, des compétences. Bien évidemment, je dois continuer à évoluer, mais j'ai développé certaines compétences dans cet aspect-là. Maintenant, l'aspect managérial, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un aspect dans lequel je suis perfectible et dans lequel je cherche à grandir. Donc, pour dire, encore une fois, pour reprendre un petit peu ce que je disais, tu as l'opportunité de rester dans ta zone de confort ou l'opportunité d'en sortir. Moi, rester dans ma zone de confort, c'est dire je suis un homme de terrain, j'ai envie de faire du foot et d'avoir les mains mises sur l'entraînement. Aujourd'hui, je suis en dehors de ma zone de confort, mais c'est ça qui me fait grandir, c'est ça qui m'apporte énormément et c'est ça qui fait que tous les jours, c'est un nouveau challenge et que tous les jours, j'ai l'impression d'évoluer et de progresser. Et c'est pas tous les jours agréable, mais c'est justement dans la difficulté que tu apprends le plus. Donc, je dirais, je prends beaucoup de plaisir également à vivre des moments difficiles en tant que manager. T'as quel âge, Johan? On n'a pas demandé tout au début, mais tu es un jeune entraîneur.
Ouais, j'ai eu 30 ans il y a un mois. 30 ans il y a un mois. Ouais. Et du coup, le fait d'être manager, c'est ce qui fait le plus appel à l'expérience, non? Bah, je pense que il y a un côté ressenti qui est important. Je pense qu'il faut avoir c'est cette intelligence émotionnelle, être capable d'avoir de l'empathie, de lire les émotions et lire les émotions un petit peu chez les gens. Je pense qu'il y a un côté vraiment ressenti qui est super important. Ressenti, analyse. Ok, ce joueur-là, pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça. Ah, aujourd'hui, je vois, il est pas trop souriant. Ah, je vois, il a l'air fatigué. Donc, être capable d'avoir ce ressenti-là. Et je pense qu'il faut être capable d'avoir un degré d'analyse qui est important. Tu as d'un côté le degré d'analyse à l'échelle microscopique qui est le match, qui est l'entraînement, où il faut analyser vite et prendre des décisions rapides avec peut-être beaucoup de pression, beaucoup de stress sur le moment. Donc il y a, je pense, cette capacité-là à observer, analyser, prendre des décisions dans le court terme. Mais aussi dans le long terme, être capable d'observer en regardant derrière soi des expériences passées, des événements passés, les observer, les analyser pour en tirer des conclusions pour le futur. Donc essayer aussi de prendre cette expérience-là que tu te crées avec tes joueurs, avec ton staff en te disant, ou à travers les matchs en te disant, OK, on a vécu ça il y a 2 semaines, et ça peut être tout, hein, ça peut être un scénario de match, ça peut être une situation à l'entraînement, ça peut être une situation de management, ça peut être... On a vécu ça il y a 2 semaines, OK, on a géré ça comme ça, je pense que c'était bien, il faut qu'on le garde. OK, dans le futur, on va continuer à travailler comme ça. Et justement, quand tu parles d'expérience, c'est également ça. Donc pour moi, ce que ça nécessite, c'est du ressenti, une capacité d'analyse et de développer justement ces expériences-là pour les réinvestir dans le futur. Si tu prends juste chaque expérience, chaque moment et que tu les analyses pas et que tu continues d'avancer sans regarder ce qui s'est passé avant, je pense que tu manques quelque chose. T'es souvent, du coup, entre guillemets, hein, dans l'incertitude. C'est-à-dire que t'es quelqu'un de pas certain. T'es toujours en train de te poser des questions, de faire évoluer les choses. Ou t'es quelqu'un, quand même, qui montre une certaine certitude. Alors, mon travail, je le considère comme il faut que j'arrive à créer de la certitude dans un contexte incertain. Donc, comment créer, et c'est pour ça que le projet de jeu qu'on met en place est quelque chose d'important. Pour moi, un projet de jeu, une identité, un style, ce que tu essaies de mettre en place à l'échelle de ton équipe ou de ton club, c'est ça qui t'apporte de la certitude. Et après, mon rôle, à travers l'entraînement, donc à travers ça, c'est de développer de l'incertitude et de présenter, de mettre en place des scénarios qui vont permettre de faire face à l'incertitude. Donc moi, oui, je suis toujours dans le questionnement, j'essaie toujours d'être dans l'anticipation de qu'est-ce que l'incertitude va nous proposer, quel scénario de match on va avoir à faire face, quel potentiel problème relationnel on va avoir au sein de l'équipe, à quoi on va se heurter en tant que staff. Essayer d'anticiper les problèmes, et je dis souvent ça, je dis j'anticipe le pire pour être préparé pour le meilleur. Et j'essaye pour moi de voir tous les scénarios qui peuvent s'offrir. Alors bien évidemment, tu les mettras pas tous en pratique à l'entraînement ou tu passeras pas en revue tous les scénarios, mais au moins tu y penses et tu peux préparer une sorte de réponse adaptée à ça. Donc j'essaye de créer de la certitude. Et moi, mon rôle, c'est d'être incertain dans tout pour essayer justement de faire face à toutes sortes de situations qui peuvent se présenter. Et tu vois, Yohan, tu parles très souvent des relations humaines. C'est ça que j'aime beaucoup chez toi. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose sur lequel on n'appuie pas forcément assez, tu vois, avec l'expérience que tu as eue en tant qu'entraîneur, tu as dit que tu avais commencé à 16 ans. Est-ce que c'est des choses qu'on t'a suffisamment inculquées quand tu étais jeune, ou est-ce que c'est des choses qui se sont présentées à toi en fait au fur et à mesure de ta carrière? Parce que c'est pas des choses en fait qu'on apprend dans les bouquins, autant le football, la tactique, etc. Ça, oui, tu peux l'apprendre. Il y a des ouvrages qui ont été écrits là-dessus, il y a des séries qui existent, il y a plein de choses qui existent, mais les relations humaines, ça s'apprend pas dans les livres. Donc comment toi ça t'est venu? Ouais, c'est une discussion intéressante. Je pense que
J'ai eu la chance d'avoir sur mon parcours, on rigolait avec Pélo de ça avant, mais j'ai eu la chance sur mon parcours d'avoir des éducateurs qui m'ont inspiré. Donc assez jeune, on parlait tout à l'heure quand on jouait à 13 ans. J'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un éducateur, Cédric Ducré pour pas le nommer, qui m'a fait prendre conscience de ça. Il nous a tellement donné, lui, en tant qu'éducateur, sur l'aspect humain. Et moi, j'ai ressenti des choses sur l'aspect sportif où j'avais justement envie de redonner. Donc, ça m'avait déjà ouvert l'esprit à ce moment-là, quand j'ai regardé vers l'arrière. Après, c'est vrai que tu lis énormément de choses. Moi, j'essaie de lire beaucoup sur le management des entraîneurs dans les grandes équipes. Tu vois, aujourd'hui, un Klopp, il est super connu et reconnu pour ça, pour justement la relation qu'il tisse avec les joueurs. Je pense que l'aspect humain, encore plus avec les nouvelles générations, est super important. Je pense qu'encore une fois, on le voit dans l'éducation. Le rôle de l'entraîneur, c'est un rôle d'enseignement, un rôle d'éducation auprès des joueurs. Et puis on parle de tous les âges, là. On ne parle pas forcément des plus jeunes. Hein. Un rôle d'éducation, un rôle de transmission. Et pour transmettre, il faut créer du lien avec les gens. La position autoritaire avec la position de personnes qui écoutent et qui juste doivent appliquer ce qui est dit, c'est fini, ça fonctionne plus. Qui plus est avec les nouvelles générations qui sont là et qui arrivent. Il faut impliquer les joueurs dans le processus justement de performance. Il faut que les joueurs ils comprennent pourquoi ils font les choses, pour justement que ça ait du sens et pour qu'ils les mettent en application. Et le seul moyen de leur expliquer pourquoi on met certaines choses en place, c'est justement de créer cette relation-là, de créer ces discussions-là avec les joueurs. Moi, je le dis tout le temps, je suis pas le boss et eux les exécutants ou les joueurs. On est des collègues, on a un objectif commun et moi, j'essaie de leur apporter les outils pour que on atteigne nos objectifs communs. Mais dans ce processus de transmission, le feedback des joueurs, la communication entre joueurs et staff est aussi importante que la communication staff à joueurs. Ça permet encore une fois de solidifier ce projet commun qu'on a, et ça permet de donner le pouvoir aux joueurs de se dire ok, c'est pas le coach qui a pris la décision et qui m'a dit de faire comme ça. On a pris la décision tous ensemble et on pense tous ensemble que c'est la meilleure chose à faire. Et du coup, encore une fois, c'est une règle toute simple, c'est quand les gens sont impliqués dans le processus de décision. Je dis pas qu'ils prennent la décision. Quand ils sont impliqués dans le processus de décision ou dans le processus de transmission, c'est tout de suite plus facile quand tu as des obstacles en face de toi et que tu fais face à de l'adversité, de te dire ok, c'est des choses qu'on a mis en place ensemble, on y croit et on va passer à travers ça. Par contre, si tu n'y crois pas et que tu n'as justement pas instauré ce dialogue, cette communication et ces relations-là, le jour où ça ne va pas, tu peux être sûr que les gens vont se regarder et vont se dire c'est de ta faute. Et quand tu travailles avec une équipe, peu importe, hein, on parle de sport, on parle de compagnie, quand tu travailles avec une équipe, si tout le monde se sent impliqué dans le processus, les jours où ça va mal, au lieu que chacun se disperse, ben, tout le monde va se resserrer et tout le monde va faire face. Et je pense que c'est ça qu'on essaie de créer et je pense que c'est ça le gros de notre travail aujourd'hui, c'est comment rassembler des gens qui ont tellement de choses qui les différencient, que ça soit leur milieu, le milieu duquel ils viennent, que ce soit l'éducation qu'ils ont reçue, que ce soit la religion, que ce soit la culture, que ce soit le pays où ils soient nés. Tout ça, c'est des critères qui pourraient faire en sorte que les gens se différencient et ne se mixent pas dans le groupe. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer quelque chose de commun qui va faire en sorte que les gens, ils se rapprochent les uns des autres et qu'ils soient plus forts tous ensemble en finale. C'est la magie du sport. Hein. Là, j'ai envie de dire, Quentin, que ce message-là, on pourrait le faire, le passer aussi à des enseignants, à des professeurs des écoles. Mais tu vois, au dernier échange, le mot, j'adore ce mot-là dans le football et on ne l'emploie pas assez. Enseignement. On ne l'emploie jamais ce mot-là. C'est véritable. C'est vraiment le mot qu'il faut poser, l'enseignement. On l'a employé la semaine dernière, justement, dans le dernier échange, où en fait on disait que
finalement, il y a une passerelle invisible entre l'école et le sport dont on parle pas assez. Il y a peut-être des professeurs qui devraient peut-être écouter le message de Johan aussi. Il y a des choses qui m'ont marqué. Encore une fois, on parlait de ça, de l'aspect humain à l'université, au niveau de la transmission. Quand j'étais sur les bancs de la fac au STAPS, on a eu un prof de psychologie sociale. Et on s'entend, la psychologie sociale, c'est pas pour tout le monde. Ou psychologie sportive, pardon. C'est pas forcément quelque chose qui va t'intéresser quand tu veux travailler dans le milieu du sport. Et ce prof-là m'a marqué au niveau de la façon dont il avait de transmettre. Ses cours étaient dynamiques. Il nous impliquait dans les cours. Il y avait des petites expériences, il y avait de la communication, de l'échange. Et moi, c'est le cours que j'ai de toute ma scolarité, toutes les années inclus. C'est le cours que j'ai préféré parce que justement, il y avait cette relation-là et que j'avais l'impression d'être impliqué dans le processus d'apprentissage. Et encore une fois, ça rejoint encore, tu parlais des profs, de l'éducation, le système éducatif. Et encore une fois, je suis personne pour parler de ça, mais je pense qu'il doit évoluer et il doit impliquer davantage les jeunes dans l'apprentissage. Ça doit être plus ludique, ça doit être plus orienté vers les nouvelles générations. Et c'est pour ça que nous, on essaye encore une fois d'être innovant avec les joueurs, parce que justement, comment on parle de séances vidéo avec les joueurs. Des fois, on se dit, OK, après 10 minutes, on a perdu leur attention. Et là, on parle de préparer un match, on parle de préparer quelque chose qu'ils aiment, qu'ils ont envie de faire et qu'ils attendent de jouer le week-end. Et tu fais 10 minutes de séance vidéo sur l'adversaire, sur ton plan de match, et des fois, tu vas perdre certains joueurs. Donc, même nous, sur des 10 minutes, on essaie de se remettre en question sur comment on peut garder les joueurs plus engagés et essayer de modifier un petit peu notre façon de transmettre les messages. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire quand on parle d'éducation à tous les niveaux. C'est peut-être remettre ça au centre, tout simplement, l'humain et le management. Plutôt que... Alors c'est sûr, hein, la technique c'est important, la tactique c'est important. Pour les professeurs, un professeur de français, le français, la conjugaison, le vocabulaire c'est important. Mais si on n'a pas ce côté humain, si on n'a pas tous ces outils-là, eh ben, on peut être le meilleur du monde. On y arrivera. Et puis je pense que c'est aussi le format, encore une fois. Si demain je dois transmettre sur le terrain, on essaie de mettre quelque chose en place d'un point de vue tactique et qu'on fait du 10 contre 0 contre les mannequins sur le terrain et qu'on répète du 10 contre 0 et qu'on en mange pendant 45 minutes, 1 heure. Alors je dis pas que je le fais pas, hein, parce que des fois on est pris par le temps et le meilleur moyen de transmettre quelque chose rapidement, c'est d'utiliser ces méthodes-là. Mais si tu fais ça tout le temps, ben, au final, tu perds quelque chose. Par contre, si tu fais quelque chose, une situation que les gars, ils apprécient, tu vois, et on parle souvent des rondos, des jeux de position, tu fais une ressortie du ballon à 5 contre 4. Et il y a quelque chose de stimulant avec des points, avec des petits buts et tout, mais tu sens que l'implication, elle augmente et du coup, le niveau de rétention de l'information, il reste aussi. Et je pense que c'est ça, on parle de l'humain, mais aussi comment transmettre les messages, c'est quoi les voies pour transmettre les messages. Et je pense que le format est important. Alors, ça ne veut pas dire utiliser de la haute technologie tout le temps, mais ça veut dire que des fois, il faut aussi rendre accessible l'information que tu donnes en la mettant en forme d'une façon qui va être stimulante pour les gens. Tu penses, ça, Johan, que l'arrivée des jeunes entraîneurs, là, c'est en partie par leur moyen de communiquer, leur manière de faire. Pourquoi ces jeunes entraîneurs arrivent aujourd'hui et ont des résultats ? Je sais pas. Je suis content qu'il y en ait plus qui arrivent. Je pense que il y en a encore trop peu de jeunes entraîneurs qui arrivent pour tirer des conclusions. Je pense que ces jeunes entraîneurs-là sont arrivés parce qu'à un moment donné, il y a eu des gens en haut qui ont eu une certaine vision et qui ont voulu remettre les compétences peut-être avant la renommée ou avant autre chose et qui ont donné justement, on parlait tout à l'heure de ça, de donner le pouvoir aux gens de leurs actions et leur rôle, leurs responsabilités et de la confiance. Et je pense qu'un mec comme Nagelsmann, quand il est arrivé à Hoffenheim à la tête de l'équipe et qu'il a fallu les maintenir, il a eu un club qui lui a dit écoute, on va te soutenir. On te donne les clés, on prend un risque parce que tu es un jeune entraîneur, parce que tu n'as pas l'expérience,
mais on est là pour te soutenir, on va donner la confiance. Et je pense que l'environnement qui se crée autour de ces jeunes entraîneurs-là est le plus important. S'il y a ce facteur de confiance, des gens qui se disent, bon, bah, ok, il a les capacités. Il y a encore trop il y a encore trop cette notion, comme pour les joueurs. Pour les joueurs, c'est plus le cas aujourd'hui. Un jeune joueur aujourd'hui peut avoir 17 ans et peut jouer la Ligue des Champions. Et ça choque personne. Mais ça choque encore les gens qui est des jeunes entraîneurs qui ont une trentaine d'années, qui soient sur un banc de touche. Et je pense que les mentalités évoluent. Et je pense que oui, l'aspect management, l'aspect communication, c'est une des choses, je dirais, les jeunes entraîneurs ont des façons de faire qui sont assez novatrices par rapport à ce qui se fait en général dans le football. Ouais. Et je pense que ça apporte un peu de fraîcheur, c'est certain. On a besoin de changer ça. Ouais, je sais pas. Encore une fois, c'est dur de faire des conclusions à l'échelle globale. Chacun a ses propres méthodes. Moi, je crois dans ça. Je crois dans cette façon de communiquer, de transmettre. Après, voilà, il y a des entraîneurs qui ont du succès et qui fonctionnent différemment, qui sont très autoritaires et qui ont du succès d'une autre façon. Encore une fois, il y a 1000 recettes pour avoir du succès. Chacun a la sienne, chacun a celle dans laquelle il croit et c'est à lui de la transmettre à ses joueurs et à son staff. J'ai vu que tu avais fait un petit voyage initiatique en Europe cet hiver. Tu étais allé à Leeds, je crois, c'est ça, Manchester. Tu as vu pas mal de différences entre le foot européen, américain, et tu as eu la chance de rencontrer des entraîneurs. Ouais, non, c'était intéressant. C'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien aller prendre sur mes vacances pour aller visiter des clubs. C'est dur pour moi de couper du foot complètement, donc j'essaie d'en profiter. J'essaie aussi de profiter d'avoir des gens à l'intérieur des clubs qui sont prêts à m'accueillir. Donc j'ai passé 2 jours à Leeds avec Benoît Delaval, le préparateur français de Marcelo Bielsa, où j'ai eu l'opportunité de voir des séances. Notre directeur de la performance ici a travaillé 12 ans à Manchester United, donc il m'a permis de passer une journée là-bas avec eux, de rencontrer le coach, de rencontrer l'adjoint et de venir sur une séance d'entraînement. Voilà, moi ce qui me marque, c'est encore une fois, c'est les convictions d'entraîneur qui sont transmises sur le terrain. Encore une fois, je pense qu'il y a 1 million de façons de faire qui sont différentes. Maintenant, ce qui marque dans un club comme United, par exemple, c'est le professionnalisme, l'intensité, la rigueur qui règne autour de l'environnement. Moi, j'ai vu la séance, mais tout est carré, quoi. Tout est fluide du début à la fin. C'est des machines qui sont d'un professionnalisme énorme. Et encore une fois, il y a une culture qui, tu vois, j'ai eu la chance de discuter un petit peu. J'avais eu la chance de passer un petit peu de temps avec Michael Carrick à ce moment-là et puis raconter quelques anecdotes sur les repas de Noël avec les jeunes de la formation. Donc moi, ce qui me marque aussi dans ces clubs-là, c'est le côté culture, tu vois, le côté institutionnel qui fait que c'est pas seulement et encore plus avec Solskjaer qui a repris l'équipe et qui rapporte justement ce que Ferguson avait mis en place à l'époque. Mais il rapporte ce côté culture un petit peu au centre du projet et tu sens vraiment qu'il y a une façon de faire, qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a une façon dont les choses sont faites dans ce club-là. Et moi, ça me fascine dans le sens où quand on a un club qui est vieux de 4 ans et demi, qui est sur sa 5e année, je pense que c'est à ça dont on devrait aspirer. Comment on va créer une machine qui va être plus qu'à simplement un club, qui va être une institution, qui va développer un savoir-faire, un savoir-être, qui dans 50 ou 100 ans, quand on regardera en arrière, on se dira les choses n'ont pas changé. Le club a gardé les mêmes valeurs, le club est qui il est, et le club a su faire venir des gens en interne qui correspondaient justement à ce que le club voulait mettre en place d'un point de vue culturel. Après, d'un point de vue sportif, quand tu as l'opportunité de voir des séances avec peut-être les meilleurs joueurs du monde, c'est vrai qu'en termes de niveau, oui, il y a une différence qui est impressionnante. Tu as un regard large sur le football, les clubs. Tu te nourris un peu de tout finalement, pas que du terrain. Ouais, je pense que c'est aussi la situation à laquelle je suis ici.
je suis arrivé, encore une fois, on parlait d'un risque, je suis arrivé en prenant des risques, en me disant, je viens ici, j'avais une situation assez stable à Montréal, j'étais entraîneur des 19, j'avais fait ma petite vie là-bas, tout se passait bien. Et de partir travailler dans le football professionnel, c'est prendre le risque que, on le sait tous, que les résultats soient plus forts que nous et qu'on prenne la porte de sortie plus tôt que plus tard. J'ai eu la chance justement de tisser des liens avec le club sur l'aspect processus, comment mettre en place un processus, comment mettre en place un projet de club, plus que comment faire du court terme au final. Et j'ai eu la chance de tomber dans un club où le président était à l'écoute de ça, où il était, encore une fois, il est vraiment attaché à la communauté, et je pense qu'il a l'ambition de développer un club qui va s'appuyer sur sa formation, un club qui a un savoir-faire. Et du coup, ça m'a permis, moi, de m'appliquer davantage là-dessus. Et ça a toujours été un petit peu ce qui m'intéressait. Partout où je suis passé dans les clubs, c'était le projet sportif, le projet du club, et pas juste aller d'un club à un autre juste pour gagner. Moi, ce qui m'intéresse plus que ça, c'est quelle différence on peut faire et comment on peut créer. J'aime bien le mot anglais legacy, qui est héritage, comment créer un héritage au sein des clubs qui, quand on partira, continuera de vivre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans les projets que je prends. J'ai eu la chance au DFCO de vivre l'ouverture du centre de formation. J'avais rien à voir là-dedans, mais j'ai eu la chance de le voir et de le vivre, de m'en inspirer. L'année d'avant, à Jura Sud, j'ai eu la chance de voir le nouveau centre d'entraînement être créé, ou en tout cas rénové. Quand je suis arrivé à Montréal, le centre d'entraînement est sorti de terre également. Le projet était en train de prendre forme. J'arrivais pour mettre une autre pierre à la formation avec la pré-académie. Et je suis arrivé ici à Cincinnati avec aussi cette page blanche où tu te dis, il y a tout à faire. Donc, j'essaye de m'inspirer un petit peu de tout ce qui se fait, à l'échelle des clubs également, parce que je pense que c'est ça la différence. C'est quel impact tu vas avoir sur le club plus que sur ton équipe ou plus que sur la saison. C'est ça on parlait tout à l'heure d'avoir du succès. Le succès, tu peux le mesurer de plein de façons différentes. Chacun a sa façon de mesurer le succès. Moi, j'espère que si un jour je pars, je pourrai regarder derrière et me dire qu'on a mis des choses en place qui tiennent la route et sur lesquelles le club pourra s'appuyer dans le futur. Et toi, tu te vois, t'as un plan où tu profites jour après jour et revenir en Europe un jour ou devenir manager général de ce club de Cincinnati dans 10 ans? Tu as un regard très large, surtout. J'ai pas vraiment de projet. J'ai envie d'entraîner. Je prends rien pour acquis. Donc je continue de travailler, de mettre énormément d'efforts dans ce que je fais. Je continue de chercher énormément. Je continue d'essayer d'évoluer, de progresser énormément. Parce qu'encore une fois, comme je le disais au début, je me considère comme un privilégié de pouvoir vivre de ce que j'aime. Mais je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je pense qu'encore une fois, cette situation avec le confinement, ça remet encore un peu plus les choses en perspective. Mais j'en profite, mais pas trop. Je passe beaucoup de temps surtout à essayer de faire en sorte que ça dure. J'ai envie que ça dure pour le plus longtemps possible. J'ai envie d'avoir une longue carrière. Alors bien évidemment, j'ai des objectifs, j'ai de l'ambition, j'ai envie d'être entraîneur un jour en chef, c'est-à-dire d'avoir mon équipe et l'opportunité moi d'entraîner. Maintenant, aujourd'hui, je me fixe pas de limites ou d'objectifs sur du court, moyen ou long terme. Je sais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais je suis motivé davantage par le projet, et je sais également que j'ai encore énormément de choses à apprendre, que j'ai encore besoin de développer encore énormément d'outils. Donc, j'essaie de prendre toutes les expériences qui s'offrent à moi pour essayer de continuer à grandir. Et puis, on verra où les choses me mèneront. Jusqu'à présent, j'ai un contrat encore jusqu'en 2022 avec le club. Je m'y investis pleinement, et puis quand la question se posera, ça sera le moment de prendre certaines décisions. Ok, les garçons. Écoute, c'est un bel échange. Demain. Il y a tellement de choses à creuser encore. C'est tellement riche. Tellement riche ce parcours. Ouais,
ta réussite jusque-là. Et puis ton implication, c'est marrant de voir tout ce qui t'intéresse, tu débordes de volonté d'apprendre. Et je pense que c'est ça la clé, en fait, pour tous les jeunes qui peuvent regarder et qui auraient envie de se lancer. Partout où tu vas, Yo, tu t'inspires un peu pas seulement de l'environnement footballistique, mais aussi de la culture, tu vois. Moi, je te verrais coacher un peu partout dans le monde, tu vois. Je te verrais aller en Chine ou quoi que ce soit, et tu apprendrais encore et tu rajouterais ça dans ton plan de jeu. Et ça qui est impressionnant, je pense. Ouais, ça c'est un truc que je m'étais dit, tu vois, je m'étais dit dans le. Je sais pas, mais. Je m'étais dit, franchement, il y a quelques années, je m'étais dit, et c'est pas un objectif, c'est vraiment pas quelque chose que je me suis fixé, mais j'aimerais bien coacher sur différents continents, tu vois, pour voir différents trucs et justement, parce que je pense que c'est riche, t'apprends d'autres choses et tu vois d'autres choses, tu vois, l'Amérique du Sud, c'est un truc. Tu vois, je parle pas espagnol, mais j'adorerais voir ça, j'adorerais le vivre. Le continent asiatique, ça m'intéresse parce que je pense que c'est vraiment, vraiment différent de tout ce qui se fait ailleurs. Après, tu vois, l'Europe, t'en parles. C'est sûr qu'un jour, ça reste le but ultime de tout le monde. L'Europe, c'est quand même le top, mais là où j'essaye d'en profiter, c'est que tu as un aspect culturel énorme quand tu voyages. Et tu vois, à Montréal, j'ai beaucoup appris. Ici, aux États-Unis, c'est pareil. Puis une fois que tu voyages dans ta vie, tu as envie de voyager plus. Tu vois, moi, j'ai du mal à. Tu me demandais si je retournerais en Europe. Si demain j'avais l'opportunité de retourner en France, je suis pas sûr il faudrait que le projet sportif soit top et qu'il y ait vraiment un truc top. Mais la France en elle-même, c'est un peu retourné vers quelque chose que je connais. Alors qu'aujourd'hui, je partirais plus vers l'inconnu encore que vers quelque chose que je connais déjà, tu vois. Parce que justement, tu vas trouver des trucs, tu vas être confronté à des trucs que tu vis pas ailleurs. Et qui vont te faire grandir. Ouais, c'est ça. Moi, je me régale avec ça, tu vois. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire valoir aux jeunes qui ont l'opportunité. En fait, ce qu'on veut vraiment créer, c'est de l'opportunité. Et c'est ce qu'on lance, hein, le fait de partir forcément. Même si tu reviens, tu seras plus le même. Parce que ton expérience, tout ce que tu auras vécu, les gens que tu auras rencontrés, ça t'aura fait évoluer forcément. Et tu vois, je pense que la clé pour les plus jeunes, ça reste la capacité à tolérer la souffrance, tu vois. À quel point tu es prêt à accepter de souffrir et de passer à travers des moments difficiles pour justement progresser, évoluer, avoir du succès. Et ça, c'est un petit peu la clé, c'est que des fois, tu restes dans ta zone de confort, tu penses que les choses vont arriver toutes seules, ou tu n'es pas prêt à faire vraiment des compromis. Moi, je suis arrivé à Montréal avec pas grand-chose, avec beaucoup de points d'interrogation. C'est pas toujours évident. Je suis arrivé à Cincinnati la première année. Ma femme est restée à Montréal. Je vivais tout seul. On se voyait une fois toutes les 6 semaines. Et c'est des trucs. Il y a beaucoup de gens qui auraient dit non, moi je garde ma vie comme elle est et je suis pas prêt à faire le sacrifice. Et c'est des moments où tu vois, il faut arriver à prendre du plaisir dans la douleur, quoi. L'année dernière, moi, je parle souvent de ça. L'année dernière, on était, d'un point de vue sportif, c'était super compliqué. On n'a pas gagné beaucoup de matchs. On était vraiment au fond. Et moi, je me suis retrouvé des lendemains de match où on avait pris une volée, où c'était vraiment difficile parce que ton ego, il en prend un coup, où j'étais heureux dans la souffrance, en fait. Je me disais, putain, c'est des moments d'apprentissage énormes. Et j'aurais pu facilement me dire, je vais abandonner, je vais laisser tomber, c'est pas pour moi, ou on n'y arrivera jamais. Ça, je pense, ça aurait été la facilité, mais le fait d'accepter que des fois tu passes à travers des moments difficiles, au bout du compte, ça en vaut la peine. C'est sur la durée que les efforts ils payent, c'est pas du jour au lendemain. Faut atteindre en t'écoutant là, faut atteindre un certain niveau de philosophie et de psychologie pour arriver à ça, à se dire c'est vraiment dans la difficulté, dans la défaite, dans la souffrance, que finalement c'est là qu'on apprend le plus et c'est presque là finalement qu'on doit y trouver le plaisir d'évoluer. C'est un peu ça ce que tu dis. Ouais, non, c'est ça, c'est trouver le plaisir de. Je regarde vite fait le documentaire de Michael Jordan, de Last Dance, c'est exactement ça, quoi. C'est les gars, les Bulls
Ils ont perdu 2 fois d'affilée déjà contre les Pistons. Ils reviennent à chaque fois. Changent d'entraîneur avec Phil Jackson, mais ils ont perdu bien avant, quoi. Avant de gagner donc 6 titres, ils ont perdu beaucoup de fois avant. Et c'est ça qui fait qu'ils sont victorieux à la fin, parce qu'ils n'ont pas lâché. Et c'est exactement ça le documentaire, finalement. Si vous l'avez vu. Moi, je sais que tu l'as vu, Quentin. Ouais. J'ai pas encore vu. Mais ouais, tu vois, la résilience, c'est top. Il y a un super bon bouquin. J'avais parlé à Quentin de ça. Là, ça s'appelle L'art de l'agnac. Et je viens de finir ça en anglais. Là. Ça s'appelle Grit. Et ça parle de ça. Ça parle de la capacité de résilience des gens, qui est aujourd'hui, je pense, un facteur, d'après le livre et d'après la femme qui a écrit le livre, c'est un facteur qui détermine également la réussite que les gens vont avoir. Ça veut dire, est-ce que tu es capable d'accepter les autres? Tout le monde a déjà entendu parler de ça, je ne sais pas en français comment ça se dit, mais growth mindset, fixed mindset, tu vois, avoir un état d'esprit fixe ou avoir un état d'esprit porté vers la croissance, l'évolution, voilà, c'est deux choses qui sont bien différentes. Est-ce que tu es capable d'accepter de faire face à des obstacles? Est-ce que tu peux te remettre en question? Est-ce que tu peux maintenir tes efforts malgré que tu ne vois pas les fruits que ça porte dans l'immédiat? Et si tu es capable, c'est là réellement justement que tu vas toucher du doigt les progrès, le succès, ce genre de choses-là. Il y a plein d'exemples. Hein. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on en a beaucoup qui voudraient le succès tout de suite, sans trop faire d'efforts et sans souffrir. Donc ça arrive peut-être pour certains, hein, je sais pas. Moi, j'ai jamais trop vu autour de moi, mais peut-être que ça arrive. Mais c'est pas la majorité, je pense. C'est vraiment, voilà, faut apprendre à bosser, à être dans le dur parfois. Comme tu dis, à accepter aussi des fois de pas revenir en arrière, mais accepter un job ou une situation qu'on voudrait pas forcément, mais pour mieux réussir derrière et pour avoir d'autres opportunités. Exactement. Je pense qu'il faut voir le potentiel. Encore une fois, il faut voir le potentiel des expériences. Tu vois, moi, j'ai toujours parlé de rajouter une corde à mon arc. Tu vois, rentrer à l'impact de Montréal en ayant un petit côté préparation physique. Je savais que c'était pas ce que je voulais faire, mais du coup, j'en ai fait pendant un an et demi. J'ai passé un diplôme de préparation physique quand j'étais à Montréal également. Et pour moi, ça a ajouté une corde à mon arc en termes de la préparation physique. C'est un aspect qui est super important dans l'entraînement. Les entraîneurs, ils ont un gros pouvoir, un gros poids décisionnel au niveau de l'aspect physique à travers les exercices et les séances qu'ils mettent en place. Et si tu n'as pas justement cette corde à ton arc-là qui te rend sensible justement à ça, bah, tu manques quelque chose en tant qu'entraîneur. Mais du coup, c'est des fois prendre des voies un peu détournées, tu vois. Pour justement développer d'autres outils, d'autres compétences qui vont, au bout du compte, te permettre de faire ce que tu as envie de faire. Peut-être pas dans l'immédiat, mais sur du long terme, ouais. Et puis d'être meilleur. Aussi. Toi, si tu es un préparateur physique, aujourd'hui, tu es capable de comprendre ce qu'il veut mettre en place. Et voilà, quand il te parle de processus, tu es capable de les comprendre. Après, le risque, c'est de se penser préparateur physique, tu vois. C'est là où il faut il faut faire la part des choses. Tu développes des outils. Maintenant, dans le football et dans le monde moderne, il y a de plus en plus de spécialisation, de spécificité dans le travail, qui fait qu'il y a des gens qui sont experts dans leur domaine. Et moi, ça m'a donné un petit background, mais aujourd'hui, on disait, il faut donner le pouvoir aux gens qui ont ce métier-là. Il faut être capable de donner aux gens l'expertise et les pouvoirs le champ d'action pour avoir un impact réellement et sans penser justement qu'on a la science infuse et qu'on sait tout. Faut s'entourer de staff qui sont compétents et les laisser agir et mettre en place leurs choses. En toute confiance. Exactement. Très bien, Johan. J'ai pas d'autres questions. Peut-être que les gars en ont. En tout cas, moi, je tenais à te remercier une fois de plus donc d'être avec nous. Et puis, je suis sûr que ça va. Il y a beaucoup de clubs et beaucoup d'éducateurs qui vont t'écouter avec attention. Alors, je sais que tu étais passé sur une chaîne française il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais regardé. Mais je suis pas sûr qu'ils aient eu tous accès. Donc, on va le diffuser et j'espère qu'ils seront beaucoup à t'écouter. Vraiment, c'est un beau message que tu fais passer. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
Plaisir aussi, Johan, comme d'habitude. Ouais, pas de problème, mon Yo. J'espère te voir bientôt, en tout cas. Bah ouais, quand tu reviens du côté des États-Unis, la porte est grande ouverte. Ouais. Travail, effectivement. Et puis, quand tu passeras en France, Ouais, je sais pas pour quand ce sera, mais tu reviens ouais, pas avec souvent. plaisir. Là, ça fait 2 ans que je suis pas rentré là. 2 ans, ouais, bien 2 ans. Ouais. Ouais. Non, alors j'essaye de. C'est toujours ça le problème quand tu es expatrié, hein, c'est que ma femme est de Montréal, moi je suis de France et quand tu as l'opportunité d'avoir un peu de vacances, c'est soit tu retournes voir la famille dans quelque chose que tu connais déjà ou tu prends des vacances ailleurs pour essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Donc il y a toujours un peu le dilemme de savoir ce que tu fais. Donc en plus de ça, moi j'ai souvent le dilemme de j'aimerais bien aller visiter des clubs et voir un peu plus de foot. Donc essayer de tout mêler. Donc c'est pour ça que je suis pas rentré les 2 dernières années en France et je sais pas cette année déjà avec les voyages internationaux, ça a l'air compliqué avec les vols internationaux. Donc on verra. Mais si je passe, c'est sûr que ce sera avec plaisir que on se rencontrera. Super. Ou peut-être au Canada. Peut-être au Canada, peut-être au Celtics. Ouais, je crois qu'on avait raté le coche sur ta deuxième intervention. Ah, l'année dernière, ouais. Ouais, l'année dernière, on devait venir avec des coachs français. Voilà, un petit peu de coach du collectif. Là, on avait proposé ça et puis c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire au dernier moment. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourra refaire si un jour t'es par là. Ouais, avec plaisir, J'ai du plaisir à chaque fois à repasser aux Celtics pour essayer d'échanger avec les éducateurs d'Alex et David. Donc, Ouais. c'est toujours sympa de discuter, d'échanger et puis de passer un peu de temps avec les entraîneurs. Super. Merci, Johan. Merci, les gars. Et puis, bon courage pour la suite et on suit Cincinnati de près maintenant.